Il existe une arme plus puissante que la force brute, plus subtile que la censure, plus durable que la peur. Une arme qui ne frappe pas les corps, mais qui atteint directement l'esprit. Elle ne laisse pas de cicatrices visibles, mais elle façonne les pensées, efface les questions, neutralise la révolte intérieure. Cette arme, le pouvoir la manie depuis toujours. C'est la stupidité organisée, cultivée, imposée comme une normalité. Regarde notre époque. Les conversations se résument à des phrases toutes faites, les débats se transforment en spectacles bruyants, et derrière l'agitation, il reste surtout du vide. On répète ce que l'on a entendu, on réagit sans réfléchir, on partage sans vérifier. Rarement on prend le temps de s'arrêter, de douter, de penser par soi-même. Le bruit est constant, mais l'essentiel manque, le silence de la réflexion. Toi aussi, tu connais ce sentiment. Tu parcours des flux interminables, tu t'arrêtes sur une image, une vidéo, un scandale, puis tu passes au suivant. Les heures s'évaporent, et quand tu lèves enfin les yeux, tu ressens cette fatigue étrange, avoir tout vu, mais n'avoir rien retenu. Ton regard est vide, ton esprit dispersé. Tu sais qu'il y a là quelque chose qui ne va pas, mais tu continues, presque malgré toi. Visualise une foule rassemblée sur une grande place, des milliers de visages éclairés par la lueur des écrans. Tous défilent, réagissent, s'agitent, mais rien ne change. Pas besoin de murs, pas besoin de chaînes. L'aliénation est volontaire, douce, confortable. Le pouvoir n'a pas besoin de forcer. Il suffit de distraire, de flatter, de saturer. Et petit à petit, la stupidité devient un climat. Voilà sa véritable arme. Transformer l'ignorance en habitude, la passivité en mode de vie, la superficialité en culture dominante. Et ce piège est d'autant plus efficace qu'il est accepté avec le sourire. La vérité est brutale. Ce n'est pas par la violence que le pouvoir maintient sa domination, mais par l'endormissement des esprits. Nous vivons dans une époque où l'information circule à une vitesse inédite, où chacun peut s'exprimer, commenter, partager. En apparence, nous disposons de plus de liberté intellectuelle que jamais. Mais derrière cette façade d'abondance se cache une réalité inquiétante. Plus le flux est vaste, plus la pensée s'appauvrit. Nous sommes saturés de données, mais privés de sens. Nous croyons savoir, alors que nous ne faisons souvent que répéter. C'est ainsi que la véritable arme du pouvoir agit, non pas en empêchant de penser, mais en rendant la pensée difficile, fatigante, presque inutile. Le mécanisme est subtil. Au lieu d'imposer le silence par la censure, on impose le bruit par l'excès. Chaque jour, des milliers de messages, de vidéos, de notifications sollicitent notre attention. Les écrans nous tiennent en éveil constant, mais c'est une veille superficielle. Nous passons d'un sujet à l'autre sans jamais plonger, nous réagissons au lieu de réfléchir. Cette accélération permanente empêche la profondeur et installe une forme d'anesthésie douce. On ne ressent plus rien vraiment, on survole tout. C'est là le cœur du problème, l'aliénation moderne. Elle ne nous arrache pas à notre travail comme jadis, elle nous arrache à nous-mêmes. Être aliéné aujourd'hui, c'est vivre comme étranger à sa propre conscience. C'est remplir ses journées de stimulation sans jamais entendre sa voix intérieure. Le vide se creuse en nous, mais nous le recouvrons de couches de distraction. La culture de masse amplifie cette dynamique. Les débats médiatiques privilégient le choc à la nuance, le slogan à l'argument. La pensée critique n'a plus le temps d'émerger, elle est balayée par l'urgence de réagir. Les réseaux sociaux, censés rapprocher, transforment la communication en compétition d'ego. Celui qui crie le plus fort obtient l'attention, non celui qui éclaire. Dans ce climat, réfléchir devient presque un acte de résistance. Et cette normalisation de la superficialité n'est pas une coïncidence. Elle sert un intérêt. Car une société distraite, fragmentée, est une société plus facile à gouverner. Le pouvoir n'a pas besoin de réprimer directement. Il suffit de détourner, d'occuper, de saturer. Les individus deviennent prévisibles, manipulables, incapables de distinguer l'important du futile. L'illusion de liberté masque la réalité de la dépendance. Ce phénomène touche aussi notre rapport au temps. Dans une société accélérée, chaque instant doit être productif, visible, consommable. Le silence devient suspect, la lenteur un défaut, l'introspection une perte de temps. Nous nous adaptons à ce rythme, jusqu'à oublier que la vraie pensée demande du recul, de la lenteur, du silence. En niant ces espaces, nous perdons notre capacité de jugement. Le résultat est une perte progressive de soi. L'individu moderne vit tourné vers l'extérieur, cherchant validation et distraction, au lieu de cultiver sa profondeur intérieure. On s'expose, on se compare, on se conforme.
Et petit à petit, on se détache de ce qui fait la singularité d'un être humain, la capacité à douter, à questionner, à imaginer d'autres chemins. Voilà le diagnostic. La véritable arme du pouvoir ne consiste pas à briser les chaînes, mais à faire en sorte qu'elles soient invisibles. Non pas imposer le silence, mais imposer le bruit. Non pas interdire de penser, mais rendre la pensée marginale, fatigante, dérisoire. Nous croyons choisir librement, mais la plupart du temps, nos choix sont orientés, encadrés, prévisibles. Avant de voir comment cela se traduit dans notre quotidien, dans nos gestes, nos habitudes, nos émotions, il faut retenir une idée essentielle. Si tu te sens vidé, dispersé, incapable de concentration, ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est le symptôme d'un système conçu pour te maintenir ainsi. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Les symptômes intimes, les petites scènes de nos vies quotidiennes où cette arme invisible se révèle. Tu connais sans doute cette scène familière. Tu prends ton téléphone, juste pour jeter un coup d'œil. Tu crois que ce sera rapide, 2 minutes tout au plus. Mais lorsque tu lèves enfin les yeux, une demi-heure s'est écoulée. Tes doigts continuent de défiler presque automatiquement. Ton esprit est dispersé. Et au fond de toi, tu ressens une fatigue étrange, comme si ton énergie avait été aspirée. Tu n'as rien gagné, rien retenu, seulement la sensation de vide. Ce geste compulsif s'insinue dans chaque recoin de notre quotidien. Dans les transports, dans les files d'attente, même au milieu d'une conversation, l'écran s'interpose. Le regard se perd, l'attention se fragmente. On a peur du silence, peur de l'ennui, peur de rester seul avec soi-même. Alors on occupe chaque instant, on fuit dans un flux d'images, d'informations, de distractions. La nuit, c'est encore plus clair. Tu poses ton téléphone pour dormir, mais au bout de quelques minutes, le silence devient insupportable. Tes pensées s'accélèrent, ton corps reste tendu. Tu rallumes l'écran, tu cherches une vidéo, un bruit de fond, quelque chose pour calmer cette anxiété. Tu finis par t'endormir, mais c'est un sommeil agité, fragile, qui ne régénère pas vraiment. Et le matin, tu te réveilles déjà fatigué, comme si tu avais porté un poids invisible toute la nuit. Ces symptômes ne sont pas isolés. Regarde autour de toi. Combien de personnes ne parviennent plus à rester assises quelques minutes sans vérifier leur téléphone? Combien vivent une conversation les yeux à moitié ailleurs? Combien se sentent épuisés sans avoir fait d'efforts physiques, uniquement à cause d'un trop-plein de sollicitations? Cette fatigue nerveuse est devenue collective. Elle se manifeste aussi par un paradoxe. Nous sommes surstimulés, mais intérieurs vides. Nous consommons des centaines d'images par jour, mais nous ne retenons presque rien. Nous nous indignons, nous rions, nous réagissons, mais rarement nous intégrons, rarement nous réfléchissons. Le résultat est une sensation persistante de désorientation, comme si nos journées s'éparpillaient en 1000 fragments sans jamais former un tout. Et voici ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas ta faute. Tu ne souffres pas d'un manque de volonté ou d'une faiblesse de caractère. Ces symptômes sont la conséquence logique d'un système conçu pour capter ton attention, exploiter tes réflexes, coloniser ton temps libre. Si tu ressens cette compulsion, cette fatigue, ce vide, c'est que tu es humain et que cette humanité est exploitée par une arme invisible. Le pouvoir ne t'empêche pas de vivre, il t'empêche de vivre pleinement. Il te donne des distractions pour remplacer la profondeur, des stimulations pour remplacer la présence, des illusions de liberté pour masquer la captivité. Et toi, tu ressens dans ton corps et ton esprit le prix de cette manipulation. Anxiété, épuisement, absence de soi. Ces symptômes sont nos alarmes intérieures. Ils nous disent que quelque chose ne va pas. Mais souvent, nous les confondons avec un problème personnel, alors qu'ils sont collectifs. Nous croyons être seuls à ressentir ce vide, alors qu'il touche des millions de personnes. Ce sentiment partagé est la preuve la plus claire que nous vivons dans un climat fabriqué, où la stupidité et la distraction deviennent un mode de gouvernance. Et toi, as-tu déjà ressenti ce vide silencieux, cette compulsion à défiler sans fin, cette anxiété dans le silence? Écris-le dans les commentaires, je veux vraiment lire ton expérience. Si ces symptômes, fatigue nerveuse, compulsion, vide intérieur, se répètent partout, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que derrière nos gestes individuels se cache une mécanique collective. Car la stupidité moderne n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un système bien huilé qui transforme l'attention en marchandise et l'ignorance en outil de contrôle. On appelle cela le marché de l'attention. Dans ce marché, tu n'es pas l'acheteur,
mais le produit. Ton temps de cerveau disponible, tes clics, tes émotions, tes réactions sont captées, mesurées, vendues. Chaque seconde passée devant un écran rapporte à quelqu'un, quelque part. C'est pour cela que tout est conçu pour te retenir. Le défilement infini, les vidéos qui s'enchaînent automatiquement, les notifications rouges qui imitent des signaux d'urgence. Rien n'est innocent. C'est du design psychologique, pensé pour exploiter tes réflexes les plus humains. Les algorithmes en sont les architectes invisibles. Ils n'ont pas pour mission de t'informer ou de t'éduquer, mais de maximiser ton temps d'écran. Ils analysent tes faiblesses, repèrent ce qui déclenche ta curiosité ou ta colère, puis te le servent encore et encore. Peu importe que ce soit vrai ou faux, utile ou vide. Ce qui compte, c'est que tu restes captif. Ainsi, ton indignation, ta peur, ton désir deviennent des carburants pour la machine. Cette logique dépasse les réseaux sociaux. Elle structure notre culture de consommation. La publicité n'est plus seulement une affiche ou un spot télé. Elle s'infiltre dans les contenus, se déguise en recommandations, s'intègre dans les tendances. Plus tu consommes, plus tu nourris le système et plus il apprend à mieux t'exploiter. C'est un cercle fermé. Tu crois choisir, mais tes choix sont déjà orientés. À cela s'ajoute une autre dimension, la logique productiviste. Notre société valorise la vitesse, l'efficacité, la réactivité. Perdre du temps est presque un crime. Tout doit être immédiat, mesurable, optimisé. Le repos, la lenteur, le silence deviennent suspects. Or, ce sont précisément ces espaces qui permettent la réflexion et la profondeur. En les éliminant, on produit des individus efficaces mais creux, capables d'exécuter mais rarement de questionner. Ce conditionnement est collectif. Plus besoin d'imposer, il suffit de normaliser. Tout le monde défile, alors tu défiles. Tout le monde réagit vite, alors tu réagis. Les comportements standardisés deviennent la règle, et la pression sociale fait le reste. Le pouvoir n'a pas besoin de t'interdire de réfléchir. Il suffit que réfléchir devienne étrange, marginal, fatigant. Et voici la subtilité de cette arme. Elle ne fonctionne pas par la contrainte, mais par la séduction. On nous offre un flot constant de distractions, d'émotions rapides, de micro-récompenses. Nous nous sentons libres, mais cette liberté est une illusion. C'est comme marcher dans un centre commercial infini, où chaque vitrine est ajustée à tes désirs. Tu crois décider, mais ton chemin est balisé du début à la fin. Les conséquences sont profondes. Psychiquement, notre système nerveux est saturé, toujours en alerte à cause des signaux artificiels. Émotionnellement, nous passons d'une indignation à une euphorie, sans temps d'intégration. Socialement, la conversation publique se dégrade. Les discours nuancés sont invisibles. Les slogans simplistes dominent. C'est ainsi que l'idiocratie s'installe, non par une chute brutale, mais par une lente érosion de la pensée critique. Alors non, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse personnelle. C'est le signe d'un conditionnement collectif, entretenu et exploité par des systèmes qui ont intérêt à ce que tu restes distrait, fragmenté, prévisible. Plus nous sommes nombreux à céder à ce climat, plus il se renforce. Mais il existe une faille dans cette mécanique. Elle dépend de notre passivité. Si nous reprenons le contrôle, ne serait-ce que par de petites pratiques de résistance, silence, solitude, lenteur, présence, nous pouvons rouvrir des poches de liberté. Car la seule chose que le système ne peut pas totalement contrôler, c'est un individu qui choisit consciemment de s'arrêter, de ralentir, de penser. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Comment retrouver, par des gestes simples mais radicaux, le chemin de notre souveraineté intérieure. Face à une arme aussi invisible qu'efficace, il est naturel de se sentir impuissant. Comment résister à un système qui s'infiltre partout, qui colonise nos gestes quotidiens, qui exploite jusqu'à nos émotions les plus intimes? La réponse n'est pas dans une révolution spectaculaire, ni dans une fuite hors du monde. Elle commence par de petites fissures, des actes discrets mais radicaux qui rouvrent de l'espace à l'intérieur de nous. Ces actes, ce sont le silence, la solitude, la lenteur et la présence. Le silence, d'abord. Nous le craignons, car il nous confronte à ce que nous fuyons, nos angoisses, nos blessures, nos pensées refoulées. C'est pourquoi nous cherchons à combler chaque instant par du bruit, musique, podcast, vidéo, notifications. Pourtant, c'est dans le silence que se cache la première clé. Tente quelques minutes sans stimulation. Au début, ton esprit s'agite, ton corps réclame du bruit, mais si tu tiens, tu découvres que le silence n'est pas vide. Il est rempli de toi. Il devient un espace de régénération,
un miroir où tu peux enfin te retrouver. Le silence est inconfortable, mais il est aussi libérateur. Puis vient la solitude volontaire. Dans une société saturée de connexions, choisir d'être seul paraît étrange, presque suspect. Pourtant, cette solitude n'est pas isolement, elle est un retour à soi. Sors marcher sans casque, assieds-toi dans un parc sans ton téléphone, écris quelques lignes qui ne seront jamais publiées. Dans ces instants, tu redécouvres que ton existence ne dépend pas du regard des autres, mais de ta propre présence. La solitude volontaire peut être brutale au début, car elle met à nu ce que tu avais caché derrière les interactions constantes, mais elle est nécessaire pour retrouver ton centre. La lenteur est le troisième geste. Tout dans notre culture glorifie la vitesse. Produire plus vite, consommer plus vite, réagir plus vite. La lenteur, au contraire, est vécue comme un défaut. Pourtant, elle est une résistance puissante. Manger sans se presser, marcher sans but précis, respirer profondément. Ces gestes simples reprogramment ton corps et ton esprit. Ils rappellent que tu n'es pas une machine, que tu as le droit d'habiter le temps au lieu de le chasser. La lenteur rend possible la profondeur, elle rouvre des espaces de sens là où tout semblait aplati. Enfin, il y a la présence. Être présent, c'est refuser la dispersion. Lorsque tu parles à quelqu'un, regarde-le vraiment. Lorsque tu bois un café, savoure-le pleinement. Lorsque tu marches, sens le sol sous tes pas. La présence est l'art de ramener ton attention à l'ici et maintenant. Elle paraît banale, mais dans une société d'hyperdistraction, elle est révolutionnaire. La présence redonne de la densité à la vie, elle transforme un moment banal en expérience vivante. Ces pratiques, silence, solitude, lenteur, présence, sont inconfortables parce qu'elles nous mettent face à ce que nous fuyons. Mais c'est précisément cette confrontation qui les rend libératrices. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu du bruit, la solitude au lieu de la dépendance, la lenteur au lieu de la précipitation, la présence au lieu de la dispersion, tu reprends un morceau de ta souveraineté intérieure. Et peu à peu, ces fragments s'additionnent. Ils deviennent des sanctuaires intérieurs, des zones où l'algorithme ne décide pas, où le pouvoir ne s'infiltre pas, où toi seul fixes les règles. Le système continue d'exister, mais tu n'es plus totalement sa proie. Tu deviens un être conscient dans un univers mécanique, une flamme qui résiste dans un monde anesthésié. Le chemin de sortie n'est donc pas une fuite, mais un réapprentissage. Il ne s'agit pas de détruire la machine, mais de recréer de la liberté en son sein, de prouver qu'il existe toujours un espace qui échappe au contrôle, un espace que personne ne peut coloniser, celui de ton choix intérieur. Si ces idées résonnent avec toi, laisse ton like dès maintenant. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de donner plus de visibilité à ces réflexions. Il faut avoir le courage de regarder ce qui se passe si rien ne change. Car le prix de l'inaction n'est pas visible immédiatement, mais il se paie jour après jour, par une lente érosion de ce que nous avons de plus précieux, notre liberté intérieure. Vivre sans résister à cette mécanique, c'est accepter une existence réglée par des automatismes. Tu te lèves, tu consultes ton téléphone, tu consommes des images, tu exécutes tes tâches, tu recommences. Tout paraît normal, mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose s'éteint. C'est une vie fonctionnelle, mais creuse. On accomplit, on répond, on réagit, mais on ne choisit plus vraiment. La première conséquence est la perte d'authenticité. Petit à petit, tu cesses de te demander ce que tu veux vraiment. Tes désirs sont remplacés par ceux que l'on t'a inculqués. Tes opinions se moulent aux tendances du moment. Ton identité se réduit à une image, un profil, une vitrine. Et plus tu avances, plus il devient difficile de retrouver ce que tu es en profondeur. La deuxième conséquence est le vide existentiel. Tu remplis tes journées de distractions, mais tu ressens une fatigue qui ne disparaît jamais. C'est le signe que tu vis en surface. Chaque sourire devient mécanique, chaque conversation superficielle. Même les plaisirs perdent de leur intensité, car ils sont consommés trop vite, sans présence. À force de courir après tout, tu n'habites plus rien. La troisième conséquence est une soumission douce. Le pouvoir n'a pas besoin de violence pour maintenir sa domination. Il lui suffit de ton consentement passif. Tant que tu continues à défiler, à consommer, à réagir, tu restes à ta place. Et plus tu t'habitues, plus tu crois que c'est normal. La cage est invisible, mais elle se referme. Voilà ce qui nous attend si nous ne faisons rien. Une société entière de corps actifs, mais d'esprits endormis. Des vies confortables mais vides. Une humanité qui fonctionne sans vivre vraiment. Et retiens bien cette phrase. Si tu ne décides pas par toi-même, quelqu'un a déjà décidé pour toi.
Après le constat et l'avertissement, il reste une question essentielle. Que faire? Le système est vaste, les algorithmes sont puissants, le bruit est constant, mais la clé n'est pas à l'extérieur. Elle est en toi. Le changement commence toujours par une décision intime, discrète mais radicale, celle de ne plus vivre mécaniquement. Tu n'as pas besoin d'attendre un effondrement global, ni une révolution collective. Ton premier acte de liberté est de choisir consciemment ton rapport au monde. Dire non à la compulsion, oui au silence, non à la vitesse, oui à la lenteur, non à la dispersion, oui à la présence. Ces gestes paraissent minuscules, mais chacun d'eux est une victoire contre l'endormissement des esprits. C'est dans ces choix intérieurs que naît une force nouvelle. Chaque minute que tu reprends à la distraction est une minute rendue à ta conscience. Chaque respiration que tu prends pleinement est une fissure dans le mur de l'idiocratie. Chaque regard que tu portes avec attention est une reconquête de ta dignité. Ce ne sont pas des théories abstraites, c'est une pratique quotidienne, exigeante, mais accessible à chacun. Alors, au lieu de t'indigner seulement contre le monde, commence par poser un acte simple. Ferme les yeux, respire, reconnecte-toi à toi-même. Écoute ta voix intérieure, celle qu'on a trop longtemps recouverte de bruit. C'est là que naît ta véritable liberté. Le premier pas de la liberté n'est pas de crier contre le monde, c'est de se dire à soi-même « Je m'éveille ». Il reste une image à garder, comme une boussole, celle d'une petite flamme dans la nuit, fragile, vacillante, mais encore vivante. Le vent du monde moderne souffle sans relâche pour l'éteindre. Distraction, slogan, conformisme. Et pourtant, elle persiste. Cette flamme, c'est ta conscience. Tant qu'elle brûle, l'obscurité n'a pas gagné. Nous avons vu comment le pouvoir n'a pas besoin de chaînes visibles pour dominer. Il lui suffit de maintenir les esprits dans une douce torpeur, de transformer l'ignorance en habitude, la superficialité en climat. C'est cela, la véritable arme du pouvoir. Un peuple occupé, distrait, prévisible. Mais même au cœur de cette nuit, il reste toujours la possibilité de rallumer le feu intérieur. Le dilemme est clair, continuer à vivre en surface, dans le confort de l'anesthésie, ou choisir de redevenir auteur de ta propre vie. La première voie est facile, mais elle mène au vide. La seconde est exigeante, mais elle mène à la liberté. Et cette liberté n'est pas donnée par le monde extérieur. Elle naît de la décision intérieure de s'éveiller. Souviens-toi, le silence que tu redoutes peut devenir ton refuge, la solitude ta source, la lenteur ta force, la présence ta joie. Ce sont ces gestes humbles qui font la différence. Ce sont eux qui rallument la flamme et ouvrent un passage vers une vie plus profonde, plus authentique. Alors, ne laisse pas cette flamme s'éteindre avec la fin de cette vidéo. Nourris-la, cultive-la, fais-en ton guide. L'avenir ne dépend pas seulement des puissants, mais aussi de la somme de nos éveils individuels. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne et considère de soutenir avec un super thanks. Cela nous aide à continuer de partager des réflexions qui réveillent et ouvrent de nouvelles perspectives. Et retiens cette phrase comme conclusion. La véritable arme du pouvoir, c'est d'endormir les esprits. Mais la véritable arme de la liberté, c'est de choisir de s'éveiller.